Alors, écoutez, bon matin à tout le monde. Je vais en profiter parce que l'étiquette nous permet d'encore souhaiter bonne année à tout le monde jusqu'au 31 janvier. Alors, bonne année à tout le monde. On espère que 2022 soit définitivement meilleur que 2021. Alors, c'est ce qu'on se souhaite à tout le monde. On se souhaite santé, tranquillité, peut-être moins de virus. Là. Ça nous ferait vraiment du bien d'avoir une petite vie quelques mois plate. Là. Alors, c'est ce que je nous souhaite à tout le monde. Alors, écoutez, c'est mon honneur de vous présenter aujourd'hui Dr. Quinn. On voulait que ce soit une vieille maladie, des nouvelles guidelines, parce que c'est la défaillance cardiaque, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on voit souvent, mais Dr. Quinn va nous allumer sur les nouvelles lignes directrices. Alors, Dr. Quinn a complété sa formation en cardiologie à l'Institut de cardiologie d'Ottawa en 1986. Ça fait juste quelques mois. Là. Il a ensuite poursuivi une spécialisation en échographie ainsi qu'en angiographie invasive. En 1987, il s'est joint à l'hôpital Montfort où il a été chef de médecine et chef des soins intensifs pendant plusieurs décennies. Au milieu des années 90, il avait la fonction du président du Conseil des médecins lorsque Montfort a été en menace de fermeture. Alors, grâce à son leadership et son aide, on est là encore à faire des gardes. Alors, je suis ambivalente si je te dis merci, Brandon, mais je veux dire merci pareil de nous avoir aidés à nous sauver. Il est aussi le cofondateur du Centre cardiovasculaire d'Ottawa et il continue activement à participer aux soins cliniques et à l'enseignement. Puis moi, je vais juste en profiter, faire une petite anecdote. Puis je ne pense pas qu'il s'en souvient, mais en 86 ou 87, quand il était fellow résident senior, j'étais la petite étudiante de 4e année au Heart Institute. Puis là, j'ai un patient qui a une tachycardie, puis je panique bien raide. Alors, il me dit, Lynn, prends ton pouls. Alors, je prends mon pouls. Il dit, bon, tu es plus basse que le patient, we're in business. Alors, continue. Alors, ce calme-là qu'on a de Dr. Quinn, c'est quelque chose qui nous a toujours aidés dans notre carrière. J'ai toujours été heureuse quand j'étais d'appel avec lui. Alors, c'est avec joie que je le laisse nous présenter. Je vais juste vous demander avant de fermer vos micros si vous ne parlez pas et peut-être de poser les questions à la fin ou les mettre dans le chat pour que je puisse les poser à Dr. Quinn. Et vous pouvez mettre dans le chat aussi vos présences, comme ça on va pouvoir vous envoyer les crédits. Alors, Dr. Quinn, c'est à vous. L'écran. Mais merci Lynn, puis bonjour tout le monde. Enfin, merci pour cette introduction. Oui, je rappelle que vous étiez une étudiante avec moi quand j'étais un fellow en cardio. Enfin, aujourd'hui, c'est un programme assez chargé parce que la défaillance, insuffisance cardiaque a changé vis-à-vis la définition, puis le traitement naturel. Ça, c'est mes conflits d'entrée. Puis, vis-à-vis de nos objectifs aujourd'hui, c'est de définir l'insuffisance cardiaque, de décliner les types, les incidences, de parler des directives cliniques, des nouveaux traitements, puis donner des conseils pratiques. Enfin, pour la première fois, toutes les organisations maintenant est d'accord avec la définition. Toutes les sociétés que vous voyez en bas, maintenant, est d'accord avec la façon qu'on décrit défaillance cardiaque. C'est des symptômes ou des signes causés par une anomalie structurelle ou fonctionnelle et une de ces deux choses-là, soit élévation des peptides ou preuve de congestion, soit cardio, pulmonaire ou systémique. Enfin, définition simple, mais ça fait des années qu'ils en parlent d'avoir quelque chose que tout le monde est d'accord avec et finalement, on est rendu là. En faisant ça, maintenant, ils ont aussi différencié les phénotypes des personnes avec défaillance.
qu'est-ce qu'on connaît depuis longtemps? C'est les fractions d'éjection réduites, 40% ou moins. Préserver, 50% ou plus. Et dans le milieu, légèrement réduite, de 41 à 49. Aussi, on a fraction d'éjection améliorée, c'est-à-dire qu'on commence en bas de 40%, puis une amélioration de 10 points ou plus, mais on devrait avoir un niveau plus haut que 40. Et naturellement, les niveaux de peptides peuvent changer le diagnostic, soit si c'est ambulatoire ou si c'était à l'hôpital. Enfin, le terrain a changé. Ici, vous avez 90 puis 2020. En 90, la plupart des personnes avec défaillance a une fraction réduite, à peu près 43%. Maintenant, en 20, on est rendu à 31%. Et préserver, c'est complètement différent. En 90, c'était 41%, et maintenant, on est rendu à 56%. Dans le milieu, ça n'a pas changé. Et c'est cette groupe-là qu'on voit souvent à l'hôpital. Et c'est aussi important de comprendre que ces deux conditions-là est affiliée avec plusieurs comorbidités, soit MPOC, anémie, la diabète, dysfonction des reins, apnée de sommeil, puis obésité. Puis, quand ces comorbidités sont présentes, ça change pas mal le prognostic. Enfin, ça, c'est les comorbidités. Et ici, c'est free of hospitalization pendant 1 an. Mais si vous avez 3 ou si vous avez plus que 3 comorbidités, la chance d'être admis à l'hôpital dans la prochaine année, c'est 45%. Enfin, vraiment, le contrôle de ces comorbidités est important pour prévenir une admission à l'hôpital. Et juste d'être admis à l'hôpital, déjà, ça a changé le prognostic. Enfin, si vous avez une définition d'insuffisance cardiaque, puis la première fois que vous êtes admis à l'hôpital, votre prognostic, c'est 2,4 ans. Mais si vous avez une troisième admission, le prognostic change à 1 an. Et la plupart de ces admissions, ça rentre dans le premier mois après que eux sont congés de l'hôpital pour cette défaillance. Enfin, admission à l'hôpital, c'est une mauvaise prognostic, c'est le plus pire prognostic. Le nombre d'admissions à l'hôpital, encore pire. Et quand ça arrive tout de suite après que quelqu'un a eu son congé, encore le prognostic qui n'est pas fameux. Ici, c'est les morbidités puis comorbidités dans chaque des 3 situations, réduite, moyenne, puis préservée. Et c'est clair que pour les décès, pour toute cause de hospitalisation, puis pour insuffisance cardiaque, il y a une comorbidité avec chaque de ces cas. C'est plus important avec une fraction d'éjection réduite. Bon. Brandon, moi, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si tu es rendu en sourdine.
Vive la technologie, hein? On est en 2022, puis la technologie nous... Bon. Ça fonctionne. On voit votre présentation à nouveau. Merci, Dr. Quinn, de vous être rebranché. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Bon. Enfin, vous entendez bien maintenant? Oui, OK. Oui. OK. Enfin, l'insuffisance cardiaque, on parle des symptômes puis des signes. Et les investigations initiales, c'est une radiographie des poumons, un ECG, des labos. Et clairement, un des examens les plus importants, c'est de faire un échocardiogramme. Parce qu'avec un écho, ça va donner l'information de la fonction, de la structure de la ventricule, et ça va déterminer si on commence à faire des investigations vers ischémie ou c'est une cardiomyopathie. Si on a le choix ou la capacité de faire des peptides, encore mieux, certainement plus facile pour celles qui sont admises à l'hôpital. Les traitements médicamenteux, enfin, ça dépend nationalement de l'époque. Quand Montfort a ouvert ses portes dans les années 50, un des traitements, c'est d'acheter des cigarettes à l'hôpital. Puis vous voyez qu'il y a un choix des cigarettes. Enfin, heureusement, la science a changé avec les études qui ont été faites avec les années. Et maintenant, il y a 4 traitements de fond pour les personnes qui présentent avec insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection réduite, 40% ou moins. Et les 4 sont les IRN, en anglais ARNI, les bêta-bloquants, ARM, mineralocorticoid blockers, puis les inhibiteurs de SGLT2. Et ça, c'est les lignes directrices canadiennes depuis l'année passée. Notre groupe en Canada, c'était la première au monde de publier ces lignes directives qui incluent ce traitement de fond. Et on va voir comment est-ce que c'est arrivé comme ça. On sait que les bêta-bloquants puis ARM étaient là depuis longtemps. Puis avant, c'était les ACE puis les ARB. Maintenant, c'est remplacé par IRN, ARNI. Les inhibiteurs de SGLT2, encore, ça, c'est quelque chose de nouveau. Puis on va juste explorer un peu les raisons qu'on a ces 4 traitements de fond. Enfin, pour des qui s'appellent les ARNI, IRN, dans les patients que vous voyez au cabinet, s'il y a encore des symptômes, puis il est déjà sur un ACE ou un ARA, il y a d'évidence maintenant que ça devrait être changé pour IRN. Dans les personnes qui sont admises à l'hôpital avec défiance, déjà sur un traitement, ACE ou ARNI, ça devrait être changé pour un IRN avant leur congé de l'hôpital. Et troisième chose, si un nouveau diagnostic de défaillance, premièrement, on devait commencer ARNI avant qu'on utilisait un ACE puis un ARB. Qu'est-ce qui n'a pas changé, et c'est toujours mis en valeur
ACE puis ARB. Quand vous présentez avec un infarctus aigu, puis vous avez une fraction d'éjection en bas de 40%, toujours utiliser ce groupe de médicaments. Les études avec ARNI n'étaient pas significatives vis-à-vis leur réduction. Et maintenant, on va juste regarder comment est-ce qu'on avait comme ça les études. En fait, première étude, c'est Paradigm Heart Failure, publié en 14, New England, comparé enalapril avec cette molécule ici. Cette molécule, c'est sacubitril/valsartan, qu'est-ce qu'on s'appelle Entresto. Et c'était évident, enalapril comparé à sacubitril/valsartan, il y a une amélioration dans la combinaison de mortalité cardiovasculaire puis admission à l'hôpital pour défaillance avec une valeur de pi assez impressionnante avec un number needed to treat de 21. Puis la même chose pour la mortalité en faveur de sacubitril/valsartan avec une valeur de pi impressionnante avec un NNT aussi impressionnant. Et qu'est-ce qui est évident? Et dans les premiers 30 jours, il y a une différence en faveur de sacubitril/valsartan comparé à enalapril vis-à-vis les admissions à l'hôpital. En fait, le bénéfice arrive assez souvent avec une valeur de pi importante. Enfin, l'étude Pioneer a regardé à les niveaux des peptides. Dans ce sens ici, ils ont mesuré NT-proBNP. Enfin, ils ont comparé traitement dans les personnes admises à l'hôpital avec défaillance avec l'utilisation de enalapril ou sacubitril/valsartan. Qu'est-ce qui était évident? Ça arrive assez rapidement, une descente importante NT-proBNP dans le groupe de sacubitril comparé à enalapril. À 8 semaines, ils ont fait un crossover et celle qui était en enalapril a reçu sacubitril, puis vraiment une diminution dans NT-proBNP à le même niveau que celle qui était traitée avec ça au début. Et plus important, dans cette même période de temps, c'est des semaines, l'étude était 12 semaines. Dans cette même période de temps de 8 semaines, déjà une différence vis-à-vis probabilité d'incidence mortalité cardiovasculaire ou admission à l'hôpital, déjà avec 7-8 semaines de traitement. Et c'est pour ça que ARNI, les IRN, maintenant, remplace ACE puis ARB comme première ligne de traitement. Maintenant, on va parler un peu les inhibiteurs de SGLT2. Enfin, ça, c'est Emperor Reduce, l'étude est publiée en New England en 2020. Et qu'est-ce que ça donne? Et quand même, avec traitement de standard of care, il y a une amélioration dans relative risk puis absolute risk en faveur de le médicament SGLT2 inhibitor comparé au traitement de placebo. Mais vraiment, il faut réaliser que placebo n'était pas placebo, c'était standard of care. Et encore une autre chose, ça ne fait rien si vous avez le diabète ou si vous n'avez pas le diabète. La différence était là vis-à-vis notre premier endpoint qui était CV death ou admission à l'hôpital pour défaillance. Enfin, nouvelle information, SGLT2, dans les personnes avec fraction d'éjection réduite, ça ne fait rien si vous avez le diabète ou non. Il y a une amélioration dans le primary endpoint. Et vous notez ici que ce groupe était assez bien traité, plus que 90% sur les bêta-bloquants, plus que 70% sur le ARM. Et si vous avez combiné le ACE,
ARB puis ARNI, c'est encore 95%. Pourquoi pas plus qu'ARNI? Parce que l'étude enregistrée pas autant de périodes que ARNI n'était pas encore favorisé comme traitement de ligne. Une autre étude, encore avec un médicament dapagliflozin, cette fois-ci, et encore, ils ont noté une amélioration vis-à-vis du primary endpoint et c'était évident assez tôt dans le traitement. Enfin, on a deux études, Emperor Reduced puis DAPA Heart Failure, deux médicaments dans cette classe de SGLT2 qui favorisaient le traitement avec ce type de médicaments, plus que 8000 personnes, maintenant avec une fraction d'éjection réduite et ça ne fait rien si le diabète est là ou non, il y a un avantage de traiter avec cette classe de médicaments. Bon, quand vous voyez un diapositive comme ça, c'est parce que ce n'est pas clair exactement la situation, mais enfin, on sait qu'il y a plusieurs actions de ce médicament, SGLT2. Il y a des effets sur le cœur, objectivement, augmentation de fonction de à peu près 6%, diminution de masse ventriculaire d'à peu près 15 grammes, augmentation de peak VO2, puis augmentation de qualité de vie. Tout ça, c'est indépendant de ce qui arrive avec le sucre. Enfin, il y a des effets directement sur le cœur avec cette classe de médicaments. Bon, mais c'est bien bon de dire que ça, c'est la fondation de base de traiter avec ces 4 groupes de médicaments. Mais si vous êtes pris avec un de vos patients admis à l'hôpital avec une surcharge de volume, mais on devrait éliminer cette surcharge. Première chose, d'aller toujours avec les diurétiques intraveineuses. Et ça, c'est parce que s'il y a une surcharge, déjà, furosemide n'est pas nécessairement bien absorbé. Et maintenant, si vous avez défaillance, il y a moins d'absorption de ce médicament à cause de gut edema. Enfin, utiliser les diurétiques intraveineuses, typiquement à peu près 2 fois plus que leur traitement de base qu'ils prennent à la maison, et mesurer le poids sur une base régulière, journalière. Le point idéal, c'est d'avoir une perte de poids d'à peu près 1 kg. Et continuer avec ce traitement jusqu'au temps qu'on retourne à le poids de base. Si on a pris plus de 1 kg, diminuer le dosage de les diurétiques de 50%. La situation avec si on n'a pas obtenu 1 kg, mais augmenter le dosage, première chose, augmenter le dosage de les diurétiques, toujours intraveineuse. Si ça ne marche pas, ajouter métolazone. Métolazone, typiquement, quand je commence ça, c'est 2,5 mg 3 fois par semaine. Et une autre option, c'est la perfusion de furosemide continue de problème, et ça prend une infirmière. Puis, comme tout le monde sait, ça, c'est la ressource qui manque le plus ces jours-ci. Naturellement, quand on utilise ces médicaments, il y a un coût. Puis le coût est sur la fonction des reins. Si on ajoute un SGLT2 inhibitor, typiquement, on a un changement de fonction des reins d'à peu près 15%. Ça arrive assez rapidement au début. Puis vous notez que ça commence de corriger avec le temps. Et après 14 jours, la détérioration dans la fonction rénale est plus dans le groupe de placebo que le traitement actif avec dapagliflozin. C'est-à-dire, oui, changement dans la fonction rénale, mais si
on enlève les symptômes, si on retourne le poids à la normale, enfin, ça c'est en anglais « the cost of doing business ». Et ça, c'est les voisins hostiles. Ça, c'est syndrome cardio-renal. Ça, c'est quand le fonctionnement du cœur affecte le fonctionnement des reins ou l'envers. Et comme je dis, augmenter le dosage de furosemide, typiquement, quand le fonctionnement des reins, ça va prendre, est pas normal, ça va prendre plus. Le créatinine va augmenter d'à peu près jusqu'à 50 millimoles. Utiliser la combinaison des diurétiques, puis diminuer ce dosage quand on est rendu à le poids de base pour permettre traitement médical sur les lignes directives, en anglais Goal-Directed Medical Therapy. Enfin, oui, on devrait utiliser les diurétiques aussitôt qu'on a reçu notre but, objectif vis-à-vis poids, essayer de diminuer, puis possiblement arrêter parce que les diurétiques ne changent pas la mortalité et ça ne change pas les admissions à l'hôpital. La réalité, et ça c'est en anglais, worsening renal function in heart failure patients. 1/3 of your admissions with heart failure come in with poor kidney function. That will double your all-cause mortality. Worsening renal function occurs in 1/4, and that will increase your mortality by 1.5 times compared to those who do not have worsening renal function. Puis les facteurs qui causent ça, c'est de fonction des reins au départ, la diabète, la haute pression, puis si on devait utiliser les diurétiques dans les dosages importants. Et naturellement, vous savez que si quelqu'un est malade, ça c'est sur une base externe, il faut faire attention avec quelques-uns de ces médicaments. Le mnémonique en anglais, c'est SADMAN, c'est SIDMAI. Typiquement, ça affecte plusieurs classes de médicaments. Si quelqu'un ne boit pas, s'il a la diarrhée, il faut qu'on arrête les ACE, puis ARNI, il faut qu'on mette les diurétiques sur hold, les bloqueurs de ARM, puis le médicament SGLT2. Bon, ça c'est une étude qui a regardé si vous avez commencé des médicaments avant leur congé ou pas. Et si, dans ce cas, c'est les ARM, si c'était pris au congé, après, à la fin d'1 an, 85% de la groupe serait encore sur ce médicament. Si ce n'était pas prescrit, autant qu'il a eu son congé, il y a seulement 22%. Ici, pour le ACE, si c'était prescrit au congé, 63,3%. Et si ce n'était pas prescrit, moins que 20%. Le message ici, donner ces médicaments avant qu'ils quittent l'hôpital. Et ça, c'est le CHAMP Registry, qui est vraiment, les données sont très révélatrices. Ça, c'est une étude qui a été faite, publiée en JACC 2019. Les cabinets de les cardiologues, les cabinets de les médecines de famille et traitement de base. Et est-ce qu'il était target dose? Et c'est évident, non. Mais qu'est-ce qui est arrivé à 12 mois? Après 12 mois, vraiment, il n'y a pas grand changement dans le dosage. C'est-à-dire que en anglais, therapeutic inertia, on n'a pas changé les dosages. Et la réalité, les cabinets de cardiologues n'étaient pas mieux que les cabinets des médecines de famille. Enfin, c'est bien beau de commencer les médicaments, mais il faut trouver goal-directed
therapy, c'est-à-dire que utiliser le dosage qui était étudié dans les études ou le dosage maximal que nos patients peuvent tolérer. Et pourquoi? Bon, why guideline therapy matters. Ici, event-free survival, dans le vert, ça c'est 2 types de médicaments de goal-directed therapy. Dans le cas ici, ACE, ARB ou bêta-bloquant. Et ça, c'est en bleu, les 4. Pour un homme de 55 ans, si vous traitez dans cette façon une amélioration de 8,3 ans vis-à-vis event-free survival, enfin, juste d'utiliser et suivre les lignes directrices, ça fait une différence. Et c'est rendu assez important que le nombre de patients qu'on devrait traiter avec quadrotherapy pour prévenir un décès, c'est 4 patients. C'est-à-dire absolute risk reduction de 25%. De trouver un avantage comme ça dans tous les autres domaines médicaux, je ne sais pas. Mais si on suit ça, le bénéfice pour nos patients, c'est clair. Bon. Maintenant, on a parlé les 4 traitements de fondation. Et la réalité, et ce n'est pas juste dans le domaine de les cardiologues, les spécialistes. Ça, c'est clair et c'est évident dans les lignes directrices que les médecins de famille devraient être confortables avec ces 4 classes de médicaments. Et typiquement, les lignes directrices suggèrent qu'on fait une réévaluation, un up-titration des médicaments pendant les premiers 3 à 6 mois, puis après ça, on fait une réévaluation. Et on fait un écho pour regarder le fonctionnement, mais on fait une évaluation clinique. Et si on a que quelque temps sinus, mais avec une vitesse rapide, 70, et l'étude était plus prominente si c'est 77 ou plus, mais on peut utiliser un médicament Vabradine. Et s'il y a encore plusieurs admissions à l'hôpital, un autre médicament qui peut être utilisé, c'est vericiguat. Finalement, si quelqu'un ne tolère pas un ACE ou un ARB ou un ARNI, ou si ça vient de la race noire, utilisez hydralazine isodil. Et si finalement quelqu'un est en fibrillation, mais on peut utiliser digoxin. Puis on va juste regarder un peu ces 2 études ici. Vabradine, ça vient de la SHIFT trial. Et l'avantage de cet médicament est qu'il n'y a pas une diminution de tension artérielle et il n'y a pas une diminution de contractilité. Enfin, si vous êtes pris avec vos patients vis-à-vis de l'utilisation de bêta-bloqueurs, toujours pensez à Vabradine. Le dosage de départ, c'est typiquement 2,5, 2 fois par jour. Et on peut augmenter ça. Vericiguat, ça c'est l'étude Victoria, c'est Paul Armstrong de Edmonton. C'est un médicament soluble guanylate cyclase qui travaille sur nitric oxide puis cyclic GMP, qui cause vasodilatation, des effets antifibrotiques et remodeling de la ventricule gauche. Et c'était clair dans l'étude, et ça c'est placebo. Placebo, c'est traitement de fondation, 4 médicaments, et il y a une amélioration avec une valeur de P importante. Naturellement, ils ne donnent pas 7 médicaments. C'est à peu près 6 000 par l'année. Et c'est typiquement dans les domaines de les personnes qui ont une spécialité dans la défaillance cardiaque. Et je pense que l'utilisation de Vabradine, encore, les cardiologues devraient être impliqués dans cette groupe. Et
Après qu'on a suivi ça, naturellement, on fait une évaluation. Si on était en bas de 35 mais et si le risque est haut, on peut parler de possibilité d'avoir un défibrillateur ou resynchronization therapy, dépendant le QRS. Le QRS devrait être plus large que 0.13, typiquement si c'est left bundle, mais plus long que ça, 0.15, si ce n'est pas left bundle. Mais la chose importante ici, et si c'est encore des symptômes, et personne n'est jeune, pas d'autres comorbidités, mais on parle des traitements avancés, possiblement transplant. Mais soins palliatifs, il faut toujours penser de ça. Si vous avez quelqu'un avec plusieurs admissions à l'hôpital, que la tension est bas, qu'on devait arrêter le traitement de fondation parce qu'il ne tolère pas, si le sodium est en bas de 130, ça, c'est tous les facteurs qui suggèrent une mauvaise prognostic. Mais impliquer le patient, leur famille, puis soins palliatifs, parce qu'on sait avant, la mortalité dans ce groupe, la mortalité est assez importante avec un survie de moins qu'1 an. Enfin, toujours utiliser ou penser de cette approche dans les personnes avec plusieurs admissions à l'hôpital. Et vis-à-vis les défibrillateurs, ça, c'est une base d'incidence de mort subitement cardiaque avec une fraction de réduire pendant le temps. Et ça, c'est une période de 15 ans, 95 jusqu'à 2010. Et l'incidence, au début, c'était 5,3, 5,4 et maintenant, on est rendu à 3,2, 3,2. Enfin, juste avec le traitement des lignes directrices, ça fait une différence. Et ça n'a pas inclus l'effet avec ARNI, puis l'effet avec SGLT2. Enfin, le besoin d'avoir un défibrillateur serait moins avec un traitement adéquat qui suive les lignes directrices. Bon, maintenant, on va parler de insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection préservée. Ça, c'est l'éléphant dans la salle parce que ça arrive plus fréquemment, puis le traitement manque. Et c'est toujours, quand il n'y a pas de traitement, il y a plusieurs traitements. Et la réalité est, les études à date n'ont pas démontré vraiment un bénéfice important avec cette condition. Et probablement, une partie de ça, c'est parce que c'est un groupe qui est divers. Enfin, on a des personnes âgées, on a des personnes avec le diabète, qui a des problèmes avec les reins puis le foie. Et certainement, on a des personnes moyen âge avec la haute pression, peut-être fumeurs, peut-être un peu de MPOC. Et dépendant de la situation, la mortalité est différente. Et c'est pour ça que les études ont une combinaison de 7 groupes de médicaments. Et je pense que vraiment, dans le futur, on devait adresser chaque groupe d'une façon différente pour avoir une meilleure idée de quel traitement va nous aider. Bon, ça, c'est une chose intéressante. Le groupe à Mayo Clinic a étudié un peu plus que 400 personnes. Et ils ont utilisé Standard of Care, Gold Standard, je m'excuse, pour faire le diagnostic de Heart Failure Preserved Ejection Fraction. Ils ont posé un Swan-Ganz catheter, right heart cath, et ils ont mesuré pulmonary wedge pressure au repos, puis avec l'exercice. Puis après ça, ils ont mis cette groupe qui est connu, qui fait le diagnostic de Heart Failure Preserved Ejection Fraction, puis ils ont fait les variables qui étaient impliquées dans cette condition. Et on sait que le prognostic change vis-à-vis si vous avez
pulmonary hypertension au repos avec l'exercice ou vous n'avez pas. Et la réalité est 45% des personnes qui étaient diagnostiquées avec ejection fraction préservée en défaillance, ce n'était pas évident au repos. Il faut faire l'exercice. Enfin, et si vous pouvez avoir cette information, vous avez une détermination de le prognostic. Mais maintenant, ils ont fait toutes les variables et ils voudraient mettre ça dans le côté clinique pour déterminer qu'est-ce qui peut dire les personnes qui présentent avec insuffisance cardiaque avec ejection fraction préservée. Enfin, ils ont utilisé le mnemonique HEF-PEF, HEF, le H, heavy puis hypertensive, fibrillation, pulmonary hypertension, elderly, filling pressure. 4, 1, 2, 3, 4. De ces paramètres, c'est des paramètres cliniques. Puis, ils ont donné des points basés sur cette condition. Si vous êtes obèse, ça donne 2 points. Si vous prenez 2 ou plus médicaments pour la pression, ça prend 1 point. Si vous avez la fibrillation paroxystique ou permanente, 3 points. Si vous êtes plus que 60, 1 point. Déjà, ça, puis ça donne 7 points. Et si ils ont mis ça sur un point score, et si vous avez 7 points, la chance que vous avez défaillance avec une fraction d'éjection préservée, c'est 95%. Et la réalité est, si vous avez 6 ou 9, c'est plus que 80%. Si vous avez 1 ou 0, la chance est pas là de tout, ou pas nécessairement de tout, mais pas important. La zone grise, c'est quand vous avez 2 à 5 points, et naturellement, ça prend d'autres investigations. Mais dans vos cabinets cliniques, ça l'aide. Vis-à-vis, si vous avez une population comme ça, cliniquement, on peut essayer de faire le diagnostic. Et certainement, ça ne prend pas beaucoup des investigations. Un échocardiogramme va nous fournir l'information vis-à-vis pulmonary pressure et ça va donner l'information vis-à-vis filling pressures. Afin, côté clinique, plus un écho va fournir l'information qui est nécessaire. Bon, Emperor Preserved. Enfin, ça, c'est la seule étude qui a démontré un bénéfice avec le traitement fraction éjection préservée. Enfin, l'entry criteria, c'est 40% ou plus, élévation de pro-BNP, abnormalité dans l'oreillette gauche ou masse ventriculaire ou une admission à l'hôpital, les exclusions si vous avez une mauvaise fonction des reins, basse pression, haute pression. Et ça donne une différence si vous êtes traité avec les SGLT2. Enfin, relative risk, absolute risk avec une valeur de P assez importante de 13,8 comparé à 17,1% dans le placebo, incidence des événements. Et clair que dans le groupe qui est maintenant défini, parce que en bas de 50%, les nouvelles définitions, c'est pas ejection fraction préservée, mais il y a un tiers de cette population avec entre 50 puis 60%. Puis dans ce groupe-là, 17% diminution dans les admissions, heart failure admission, puis première admission. Enfin, c'est la première étude qui démontre un bénéfice. Il y a une étude qui utilisait ARNI dans ce groupe qui commence d'avoir ça a l'air d'une amélioration, mais la valeur de Pi n'était pas adéquate. Enfin, dans ce groupe qui était presque 5000 personnes, il n'y a pas une indication d'utiliser les ARNI dans ejection fraction préservée. Enfin, ça, c'est toutes les études
qui était utilisé dans le passé pour voir si le traitement actif va faire du bien et la selle, c'est avec les inhibiteurs de SGLT2. Bon, ça, c'est deux diapositives qui est un peu compliqué et je vais parler en anglais parce que qu'est-ce qu'il y a sur le diapo, c'est en anglais. 6-month follow-up, 3 groups, reserved, reduced heart failure, mid-range, preserved. Here is your cumulative mortality. Not a big difference, doesn't tell us very much. Now, this looks busy, but it's really not. Let me just break it down. So here we are measuring NT-proBNP levels. Here's on admission, here's on discharge, and here's the percent reduction during hospitalization. The groups at the bottom are reduced, mid-range, and preserved for each of the 3 groups. So what's clear, and all of these different bars represent levels of BNP, with the blue bar being the highest. So when you come in with a high BNP, your mortality is high. If it goes even higher during hospitalization, the mortality reaches 40% in each of the groups. But here's the take-home message. If you can show that you've had a reduction of NT-proBNP by more than 30%, the green bars, then you can improve survival. So what we should be doing avec tous nos patients qui étaient admis à l'hôpital, c'est de faire un niveau de proBNP en rentrant, puis avant qu'ils reçoivent son congé, et le point idéal est d'avoir une diminution de plus que 30%. Et ça détermine le prognostic. Ça, c'est l'information qu'on peut utiliser. Et finalement, le 1er novembre, le gouvernement de l'Ontario a approuvé NT-proBNP. Enfin, ça, c'est le statement. Et ça, c'est à vos cabinets aussi. Ce n'est pas juste à l'hôpital. Et vraiment, je pense que it's about time. Bon, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Que le traitement de fondation dans les personnes avec insuffisance cardiaque réduite, c'est 4 classes des médicaments. Et les lignes directrices suggèrent c'est toujours mieux de commencer avec les petits dosages. Pas commencer avec un bêta-bloquant pour pousser le dosage au maximum. Commencer avec un petit dosage, si c'est metoprolol 25 2 fois par jour. Ajouter les autres médicaments dans les petits dosages. Et de ne pas pousser avant qu'ils tolèrent chacun de les 4. C'est toujours parce que ces médicaments fonctionnent dans une façon différente chacune, c'est toujours mieux d'avoir un peu ou de ne pas avoir une classe des médicaments. Enfin, petit dosage, titré lentement, et ça, c'est maintenant les lignes directrices de toutes les sociétés ici étaient, comme j'ai mentionné au début, le Canadian Cardiovascular Society était la première pour prononcer ça. Encore, pourquoi mortalité à 1 an en fonction des médicaments prescrits? Si vous n'avez pas prescrit des médicaments avec quelqu'un avec défaillance et synphérien, si c'est préservé ou réduite, mortalité de 17%. Si vous avez choisi 2 médicaments, ça descend à 9,4. 3 avec ACE-ARB, 7. 3 avec ARNI, 5,6. Puis si vous avez utilisé la fondation traitement, les 4 médicaments, la mortalité descend à 4,7%. Enfin, vraiment une différence assez importante et clairement une indication que vous devez utiliser les 4 classes des médicaments. Et finalement, on a noté qu'il y a une seule classe de médicaments
qui est bon pour traiter les fractions d'éjection préservées. Et ça, c'est les SGLT2. Et vraiment, la différence était une incidence de 13,8 comparé à 17,1 comparé à placebo. Vraiment, je n'avais pas le temps de rendre justice, réadaptation cardiaque pour la discussion ce matin, mais il faut toujours penser de ça. C'est l'évidence que ça a diminué la réduction à l'hôpital, c'est une régression des symptômes, fatigue, dyspnée, dépression, édème, amélioration de qualité de vie, puis capacité fonctionnelle. Puis Dr. Moran, puis Dr. Laramie un bon programme et vraiment, il faut utiliser ça pour nos patients. Enfin, il y a des Heart Failure Risk Calculator, un de ces magic qui détermine la mortalité à 1 an puis à 3 ans. Ça, c'est basé sur les choses cliniques comme l'âge, comme la créatinine, comme la pression systolique. Il y a 13 points en total. Juste faire attention que c'était établi en 2012, c'est-à-dire que l'évidence avec ARNI n'était pas là, ni SGLT2. Enfin, on va voir un update dans la prochaine année ou deux. Bon, merci pour votre attention. Je pense qu'on a quelques minutes pour les questions. Alors, merci, Brandon. C'est Lynn. Je vais te demander de recommencer parce que moi, mon Internet a sauté après. Tu m'as jinxé, là, mon Internet a sauté tout de suite après puis il n'est pas revenu encore. Alors, je voudrais que tu recommences tout. Non, c'est pas vrai. Une des questions qu'il y avait, c'est ça prend combien de temps au BNP à réduire? C'est Marie-Isabelle qui pose ça. Là. Alors, on te demande, c'est qu'est-ce qu'une réduction normale quand nos patients reviennent 1 mois plus tard? Là, à quoi qu'on devrait s'attendre? C'est quelque chose qui descend vite ou ça prend du temps? Enfin, bonne question. C'est toujours mieux de mesurer NT-proBNP à place de BNP parce que BNP est un métabolite de neprilysin. Enfin, si on mesure BNP dans la place qu'on utilise ARNI, BNP peut être plus élevé. Enfin, toujours mesurer NT-proBNP, ça va descendre assez rapidement. Et on cherche au moins une diminution de 30%. Ça va descendre dans la première semaine. Et comme je dis, dans les personnes obèses, le niveau peut être pas juste et on ne sait pas exactement pourquoi. On pense que c'est de gras autour de la ventricule. Mais toujours NT-proBNP, puis 30%, puis ça descend dans une semaine. OK, fait ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, la question est, est-ce que NT-proBNP est couvert? C'est BNP qui n'est pas couvert. OK. L'autre question, c'est demander les contre-indications de Entresto. Mais, contre-indication, naturellement, la fonction rénale dépend dans les situations, puis vraiment la situation avec la tension. Certainement, ça descend la pression, mais vraiment, c'est un groupe qui est bien toléré et certainement, si on compare ça à ACE inhibitors, c'est mieux toléré que les ACE inhibitors. Excellent. Excellent. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui, c'est Chantal. Juste pour Brandon, je trouve ça difficile dans les dernières 2 ans parce que les patients âgés hésitent premièrement d'aller prendre leur prise de sang, viennent plus au bureau, ne nous appellent pas mais renouvellent leur prescription. Puis avoir des tests, c'est pas aussi évident parce qu'ils ne veulent pas se déplacer non plus. Donc, la capacité du médecin de famille de tout gérer ça, je trouve ça un peu difficile dans les derniers 2 ans. Surtout que j'ai vu des patients des fois très, très dyspniques qui m'arrivent
pour faire un vaccin. Et puis là, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais plein de tests, puis je pense que j'ai eu ma réponse aujourd'hui. C'est peut-être une fraction d'éjection préservée, puisque j'ai fait un écho, j'ai fait un PFT, j'ai tout fait. Tout est normal, mais la patiente marche 5 pas, puis elle est super essoufflée. Donc, il va falloir que je revise mon dossier. Oui, et comme je dis, cette étude de Mayo Clinic était basée sur des facteurs cliniques et vraiment dans les points, si vous avez fibrillation, si vous êtes sur 2 ou plus médicaments, si vous êtes plus que 30 kilos, déjà vous avez assez d'informations de traiter. Le problème est comment est-ce qu'on traite? Parce qu'il n'y a pas des médicaments vraiment qui changent le prognostic à part les inhibiteurs de SGLT2. Naturellement, typiquement, ce groupe va nécessiter des diurétiques, mais encore les dosages minimaux parce que typiquement, dans une population âgée, le ventricule est petit et vraiment, si on donne trop de diurétiques, ça va diminuer venous return, puis ça l'aide pas, surtout dans les personnes avec fibrillation qui manquent leur atrial kick. Enfin, petit dosage de ces médicaments-là. Et on commence à avoir d'évidence que peut-être les bêta-bloquants n'est pas le meilleur groupe parce que ça peut prévenir une augmentation dans le débit cardiaque avec la vitesse cardiaque. Enfin, juste faire attention. Il n'y a pas une étude que je peux dire, mais ça a l'air que ça, c'est la direction. Alors, merci beaucoup, Brendan. Une des commentaires, c'est est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur les effets secondaires de les SGLT2 inhibitors, surtout à l'utilisation augmentée dans les mois et les années à venir, si on va l'adapter aux patients avec une défaillance cardiaque? Mais vraiment, c'est une classe de médicaments qui était bien tolérée. Et naturellement, oui, on va avoir un effet sur la fonction rénale. C'est à peu près 15% de diminution de l'infiltration, mais on devrait accepter ça si nos patients sont mieux vis-à-vis capacité physique et si les mesures sont améliorées vis-à-vis fonctionnement. Et c'est clair avec les diapos que j'ai montrés vis-à-vis le bénéfice à long terme. Typiquement, c'est bien toléré. Juste faire attention vis-à-vis volume quand les personnes sont malades, d'arrêter ces médicaments. On peut voir une diminution légère de fonction rénale, mais à part de ça, le bénéfice est beaucoup plus que la possibilité de causer des problèmes. Alors, je sais qu'à Montfort, on a maintenant des ordonnances préfaites pour les maladies défaillance cardiaque et quoi que ce soit. Est-ce que vous allez changer ça basé sur les nouvelles lignes directrices? C'est-tu le plan de changer ça? Je pense que, oui, je vais parler avec Nassau et on va les vérifier. Et déjà, il y a des ordonnances suggérées par la Canadian Cardiovascular Society à suivre dans cette condition. Excellent. Puis il y a Louise qui met un commentaire que c'est finalement des bonnes nouvelles pour le traitement de la défaillance cardiaque, qu'il y a de l'espoir un peu pour ces patients-là, mais l'importance de faire un suivi post-hospitalier plus rapproché ou plus régulier est très, très important. Alors, écoutez, moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup remercier Dr. Quinn. Dieu merci qu'on a filmé parce que j'ai entendu « voici », puis là, j'ai entendu la fin. Alors, basé sur vos commentaires, je sais que c'était très bon, c'est celle que je ne voulais vraiment, vraiment pas manquer. Alors, vive la technologie, je vais pouvoir l'écouter tranquillement, là, les diapos et regarder ce qu'on a filmé. Alors, j'aimerais beaucoup te remercier, Brendan, de nous avoir mis à jour sur une vieille maladie qui a finalement, comme Louise dit, de l'espoir pour nos patients parce qu'on en voit de plus en plus. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta présentation aujourd'hui.